Éthique et esthétique, quand on écrit, c'est la même chose. C'est-à-dire il faut trouver la forme juste. Juste à tous les sens du terme, hein, y compris moralement juste. Mais pour moi, la morale, c'est la beauté. Enfin, je ne fais pas trop de différence. Il faut trouver une forme de vérité de la fiction. Merci beaucoup Marie d'être avec nous. Merci à vous d'être présent pour cette rencontre. Au cours de laquelle il va être beaucoup question de La mer à l'envers, votre dernier roman paru, qui donc voilà publié à la fin de l'été, enfin au mois d'août, fin août, aux éditions POL, un des romans de la rentrée dont on parle énormément et à juste titre. Tous vos livres, Marie, vous avez votre premier livre, je le rappelle quand même, je ne sais pas si c'est très utile, mais voilà, Truisme était paru en 1996. Vous avez publié depuis une quinzaine de romans, également quelques essais, des traductions. Vous écrivez beaucoup, vous travaillez beaucoup. On va sûrement aborder cette question. Et ce livre, Marie, vous l'avez dédié à Paul Oczachowski-Lawrence, qui était donc, je le rappelais, votre éditeur, enfin depuis Truisme, votre éditeur de toujours. Est-ce que vous pouvez donc, Paul Oczachowski-Lawrence, qui est décédé il y a un peu plus d'un an et demi, et c'est le premier livre que vous publiez depuis son décès. Vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'il a représenté pour vous. C'était vraiment un grand éditeur. C'était un très 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 grand éditeur. C'était mon éditeur, c'était notre éditeur. Il a fondé les éditions POL, qui sont donc l'acrostiche, comme on dit, de son nom, Paul Oczachowski-Lawrence. On a tous un peu de mal à surmonter cette mort accidentelle, très soudaine, de cet homme qui était au fait de son œuvre, parce que les éditeurs ont des œuvres. Et on continue son œuvre avec cette couverture blanche, un peu crénelée, avec les titres en bleu foncé, et le logo qui vient de Georges Perec. Et voilà, c'est mon premier livre publié sans lui, mais on en avait parlé tous les deux. C'est un livre, on en parlera, j'imagine, Nathalie, mais c'est un livre qui est en chantier depuis plusieurs années. C'est un livre que j'ai eu du mal à écrire. Et en 2014, ça fait donc un petit moment, 5 ans, Paul m'avait accompagné au Niger lors d'un voyage qui était en fait un voyage de recherche pour ce livre. Donc voilà, il a participé à ce livre. Et commençons à parler du livre. Alors, vous disiez un travail sur la durée, pour un travail qui vous a donné, enfin, pour lequel vous avez rencontré des difficultés, peut-être plus que d'habitude. Je crois que c'est en 2013 que vous avez eu la première. C'était quoi le début du livre? C'était une idée? C'était un personnage? C'était quoi le tout début du livre? Une chanson? Bon, c'était vraiment de l'ordre de la vision, mais enfin rien de clinique, hein, quelque chose d'assez normal, enfin une sorte de flash. C'est souvent comme ça que ça commence au fond. Et j'étais, figurez-vous, donc en croisière sur un énorme paquebot, les paquebots Costa pour ne pas les nommer. Et j'étais avec mes 3 enfants qui étaient fous de joie d'échapper à la vie culturelle parisienne que je leur impose et qui se gobergeaient de junk food et de boîtes de nuit. Bon, un peu kitsch quand même. Et c'était extrêmement confortable. Et j'avais vu le film de Godard, film Socialisme. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Godard a cette intuition, il filme le Costa Concordia avant qu'il s'échoue. Et il a cette intuition très forte que c'est vraiment là une sorte d'apogée du capitalisme le plus désinhibé, ces paquebots. Maintenant, on le sait. Maintenant, on dénonce leur pollution, etc. Mais donc, 2013, je vogue à bord de ces paquebots dont je sens l'absurdité. Enfin, j'interroge beaucoup les domestiques à bord. Ils s'appellent les domestiques, quoi, et qui sont payés la moitié du SMIC, etc. Et puis, on passe au large de Lampedusa. Et si vous vous rappelez bien, en 2013, Lampedusa, c'est vraiment le nom de ce qui nous arrive. Je tiens beaucoup à ce « nous », c'est-à-dire ce qu'on appelle, soi-disant, la crise migratoire. Lampedusa. Et tout se déplace. Hein, même le Niger, maintenant, c'est fini. Enfin bon, ce contexte géopolitique, cette espèce d'affolement politique se déplace sans cesse. Et je me suis dit, là, on est vraiment devant Lampedusa, et là, il y a la Libye, et où est la barque? Enfin, tout à coup, c'était ça ma vision, c'était cette mer vide, noire, sous ce paquebot énorme, dans le même espace géographique exact que les gens qui tentaient le voyage, sans papier, eux.
Et où est la barque, quoi? Et je suis rentrée chez moi, par l'occurrence, à Paris, avec ce roman en tête. La collusion de ces deux mondes, la collusion insensée de ces deux mondes. Et après, j'ai fait un petit peu des recherches sur Internet, comme font tous les écrivains. Internet a changé nos vies d'écrivains. Et il n'y avait rien en français, il n'y avait rien en anglais, mais en italien, que je déchiffre, il y avait 2 articles. J'avais pas besoin de confirmation dans la réalité, mais quand même, il y avait 2 articles disant que 2 fois sur ces paquebots, une barque avait été recueillie. 2 fois seulement, hein, apparemment, sur toute l'histoire de ces paquebots. Alors j'ai un peu lu comment ça s'était passé, il n'y avait pas grand-chose. Bon. Enfin, le roman a démarré comme ça. Et en fait, cette accroche dans la réalité, au fond, ces difficultés que j'ai eues, ça a perduré toute l'écriture du roman, c'est-à-dire que j'avais vraiment 2 pieds, un pied dans le réel et un pied dans la fiction, comme toujours. Mais là, le pied dans le réel, il était vraiment englué dans le réel, quoi. Il y avait trop de réel. Plus ça allait, plus il y avait de réel. Enfin, et même actuellement encore, le réel déborde ce roman. Il est presque déjà daté, en fait. Parce que cet après-midi, je donnais une interview à Eskual Telebista, ma radio, je suis basque. Et le passage, maintenant, il se fait par Irún, depuis maintenant 10 mois. C'est-à-dire chez moi, vraiment, à la frontière des Pyrénées atlantiques. Et il y a 1 an, ça frémissait, mais c'était pas encore... Depuis que l'Italie a fermé sa frontière, maintenant, c'est à Irún et Hendaye. Et dans le roman, j'en fais mention, mais comme un épiphénomène. Ça va très, 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 très vite. La fiction est vraiment en train de courir après la réalité, là. Si jamais quelques personnes ne l'ont pas lu dans le public, donc ça commence, La mer à l'envers commence sur un bateau de croisière avec le personnage de Rose, qui est le personnage principal du livre, qui donc reproduit, fait une croisière avec ses 2 enfants et le bateau sur lequel, l'énorme paquebot sur lequel elle est embarquée, dans cette croisière de luxe ordinaire, mais de luxe quand même. Oui. Donc le bateau croise un rafio sur lequel ont embarqué une centaine de migrants, oui. et donc qui montent à bord, à l'initiative du capitaine du paquebot, montent à bord du paquebot de croisière. Et à ce moment-là, donc, ce personnage, Rose, qui est le personnage qu'on va suivre et dont on va suivre l'histoire va nous être racontée de son point de vue, on va dire, croise le regard, le visage, la détresse d'un jeune garçon qui s'appelle Younes, qui est nigérien. Et voilà, la suite du roman, qu'on ne va pas complètement raconter, raconte ce que va faire Rose. Ou ce qu'elle ne va pas faire, d'ailleurs. Ou ce qu'elle ne va pas faire, mais ce qu'elle va faire quand même. Enfin, en tout cas, les hésitations et ce qu'elle va faire quand même pour... Qu'est-ce que ça va déclencher dans la vie de Rose, cette rencontre avec Younes. Vous avez choisi de nous parler, de nous raconter cette histoire, ou de vous la raconter d'ailleurs, du point de vue de Rose, très fort, de façon très... C'est pas la narratrice en fait. Et je me suis rendu compte que les gens qui m'en parlaient, et moi-même d'ailleurs, j'aurais pu effectivement me dire, mais au fait, est-ce que c'est la narratrice ou pas la narratrice? Est-ce que c'est un jeu ou pas un jeu? Tellement effectivement vous êtes... C'est un elle, mais très très proche du personnage. On est tout le temps avec elle, oui. Ça doit être la trace de mes propres hésitations, c'est-à-dire que j'étais tellement... empêtrée dans ce chantier que à un moment, évidemment, enfin c'est des trucs d'écrivain de base, mais j'ai tout réécrit à la première personne. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça, de changer la personne d'un texte, mais c'est pas find and replace, quoi. On remplace pas le elle par le je. Tout change, absolument tout change. Même les événements, c'est assez curieux. Enfin, et ça ne marchait pas mieux. C'est-à-dire, j'étais encore plus collée à elle. Enfin, mon expérience d'écrivaine me fait dire que le jeu n'empêche absolument pas la distance. Par exemple, mon premier roman Truisme, qui est entièrement écrit à la première personne, il y a un décalage énorme entre moi et elle, d'une certaine façon, mais qui vous laisse, vous, les lectrices et les lecteurs, avoir la place de réfléchir à ce que vous pensez. Si vous vous rappelez Truisme, donc c'est une femme qui se transforme en truie, et elle raconte avec un petit ton candide des horreurs, des orgies, la destruction du monde en fait, mais de ce petit ton parce qu'elle ne comprend pas très bien ce qui se passe, parce qu'elle n'a pas eu la chance d'avoir accès à des concepts. Et vous, ça vous laisse normalement la place de vous dire « Ouh là là, mais qu'est-ce qu'elle raconte, mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qui lui arrive, et qu'est-ce que j'en pense moi ?»
Bon, donc c'est pas parce que c'est écrit au jeu qu'on n'a pas évidemment cette place-là. Le saint patron de cette technique, c'est Nabokov avec Lolita. Hein. C'est écrit du point de vue du pédophile, mais vous vous dites oula, mais qu'est-ce qu'il fait là? Bon, donc c'est une technique formidable parce que vous avez une petite avance sur la personne qui parle, sur le narrateur ou la narratrice. Et ben ça marchait pas du tout pour ce roman-là, parce que je pense que c'était, pour moi en tout cas, hein, un sujet trop grave, enfin, ou un sujet que je maîtrisais pas du tout, un sujet où moi-même je savais pas quoi penser. Donc en le réécrivant une nouvelle fois à la troisième personne, Rose, elle, au fond c'était comme si je lui tenais la main. J'étais tout le temps avec elle, mais j'étais pas elle. Et alors cette petite distance, mais qui est aussi une proximité, me permettait de circuler avec elle dans ses propres conflits, en fait. J'aurais du mal à vous expliquer ça en termes vraiment de... Pourtant, j'en ai fait de la critique littéraire pure et dure. Mais c'est un peu ce que je sentais. J'étais avec elle, à côté d'elle, voilà. Et ça m'a permis de circuler dans la complexité de notre monde, en fait. J'étais bien accompagnée, voilà. Cette complexité, ce choix de raconter le livre à la troisième personne, ce passage par la première, cette tentative à la première personne, ça fait partie... C'est un des écueils que vous avez rencontrés en écrivant ce livre, dont vous nous dites qu'effectivement, la genèse est longue et difficile. Enfin, voilà, parce que vous avez été confronté à des problèmes qui sont d'ordre esthétique, d'ordre éthique, mêlés. Éthique et esthétique, quand on écrit, c'est la même chose. C'est-à-dire il faut trouver la forme juste. Juste à tous les sens du terme, hein, y compris moralement juste. Mais pour moi, la morale, c'est la beauté. Enfin, je ne fais pas trop de différence. Il faut trouver une forme de vérité de la fiction. Et c'est très difficile. Hein. Et j'étais à côté, j'y étais pas. En fait, chaque fois que j'étais sur ce bateau avec Rose, avec ses enfants, alors j'en ai 3, mais j'en ai enlevé un pour plus de simplicité. J'espère que la troisième m'en voudra pas. Mais bon, voilà, c'est quand même de la fiction. Son mari est agent immobilier, mon mari n'est pas agent immobilier. Elle est psychologue, j'ai été psychanalyste, mais bon, c'est une psychologue assez particulière. Donc j'avançais avec elle avec aisance, parce qu'au fond, ça fait maintenant longtemps que je fais des romans. J'ai envie de dire avec ce genre de personnage. Il y avait déjà un agent immobilier dans mon deuxième roman, Naissance des fantômes. Je les aime beaucoup, on en parlera peut-être, mais bon. C'est des formidables vecteurs de fiction. Il faut qu'on en parle, parce que les gens qui aiment les agents immobiliers, ils ne sont pas si nombreux. Les écrivains, notamment. Je les aime sur le plan romanesque, mais bon. Bon, alors tout ça, ça roulait. Vraiment, à force, je sais faire, quoi. Mes petites histoires, je sais les inventer. Enfin, voilà, je crois que je sais vous les proposer à force. Sauf que dès qu'elle rencontrait Younes, qui ne s'appelait pas Younes à l'époque, dès qu'elle rencontrait le migrant, je calais, j'y arrivais pas, je savais pas qui c'était. Alors, plein de raisons à ça. D'abord, j'en avais rencontré plusieurs, beaucoup. Donc, au Niger, donc des jeunes gens. Je m'intéressais plutôt aux garçons parce que je sentais très bien que du côté des filles, il y avait encore plus de difficultés. Et Louis-Philippe d'Alembert en a fait un beau roman ces derniers temps, plus spécifiquement sur les filles. Mais donc je m'intéressais aux jeunes gens. Et qui avaient, donc au Niger, ils avaient tenté la traversée, Sahara, Méditerranée, mais ils avaient échoué en Libye ou en Algérie à l'époque. Et Frontex, donc tout un système politique, quoi, les avaient ramenés à l'époque au Niger, à Niamey. Et ces gens qui étaient pour la plupart du temps d'une Afrique du golfe de Guinée très verte, très humide. J'ai pas envie de dire riche, parce qu'elle n'est pas riche, mais c'est une Afrique de fruits, de verdure, d'humidité. Ghana, Cameroun du Sud, Nigeria du Sud, Sierra Leone, Libéria, Côte d'Ivoire. Tous ces gens se retrouvaient plantés dans le Sahel et ils y avaient aussi peu à faire que moi, en fait. Et ils étaient dévastés par le désert et par le Niger. Enfin, le Niger, c'est quand même officiellement le pays le plus pauvre du monde, suivant plusieurs critères. Et c'était au Niger, d'ailleurs, à vrai dire, le Niger a essayé de s'en occuper avec pas mal de bonne foi, mais ça fonctionnait pas du tout, quoi. Donc j'en ai rencontré plusieurs de ces échoués, comme ils s'appelaient eux-mêmes. Mais déjà, là, ils étaient... Enfin, j'ai plein d'histoires à raconter là-dessus. J'en ai publié certaines dans 21, dans Libération, des témoignages comme ça. Certains d'entre eux avaient envie de repartir et avaient une espèce de peps, quoi, d'énergie qui me séduisait beaucoup. C'était des aventuriers, c'était des jeunes gens qui partaient à l'aventure. J'avais aussi envie de raconter ça. C'était pas des victimes, quoi. Certains, oui, mais pas tous.
Et ensuite, évidemment, Paris, Porte de la Chapelle, à l'époque, Gare de Lyon, c'était pas très compliqué de rencontrer des gens. Et puis Calais, pour finir. Calais, c'est encore une autre histoire. Alors, j'avais tout ça, j'en avais trop, il y avait trop de réels. J'arrivais pas à en choisir un. J'arrivais pas à faire une sorte de pantin en combinant plusieurs éléments d'histoire pour faire une sorte de figure vide du migrant. Puis en fait, tout ça m'a aidé à réfléchir au fait que justement, on sait pas comment il s'appelle. Migrant. Maintenant, le terme est en train de tomber en désuétude. Pendant longtemps, on les a appelés des migrants, mais ça marche pas. Moi, quand j'étais à l'école, petite, dans les années 70, on appelait les Français qui n'étaient pas nés en France des émigrés. C'était vraiment le terme qu'on utilisait en cours d'histoire géo, quoi. Émigrés. Il y avait un pourcentage d'émigrés. Et puis après, c'est devenu des migrants, comme s'ils ne pouvaient jamais émigrer. Migrants, hein, ça ne s'arrête pas, on est toujours en migration. Comme si ils ne pouvaient pas atterrir, quoi. Donc c'est un mot qui est en fait très idéologique. Hein. On les maintient dans leur voyage. À Calais, les gens de bonne foi, les bénévoles, parfois les militants, ils appellent beaucoup des exilés. Et puis il y a les demandeurs d'asile, il y a les réfugiés, il y a toutes sortes de statuts. Bon, j'étais perdue au milieu de tous ces noms, mais comme on les tous, je crois. Et puis évidemment, il y a les gens de mauvaise volonté qui les appellent, je ne sais pas moi, des envahisseurs ou des... Mais c'est essentiellement des voyageurs et beaucoup d'entre eux vont vraiment à l'aventure. Et ils n'ont pas le choix. Hein. Mais j'en ai rencontré plusieurs qui transformaient ça en goût de voyager, en goût de voir du pays. Au Niger, ils me disaient, toi, tu as un passeport, nous, on n'en a pas, mais on a quand même envie de voyager, de voir du pays, quoi. D'aller à Paris, d'aller à Londres. Ça brille dans leurs yeux, quoi. J'avais envie de rendre compte de ça. Je suis un peu longue, mais Younes... ce prénom, une fois que j'ai cessé de penser à Ulysse, qui n'est pas une métaphore qui fonctionne, mais que j'ai pensé au Jonas de la Bible, des trois monothéismes en fait. Jonas recraché sur le rivage par la baleine, Jonas qui a complètement perdu espoir, qui tourne le dos au pays et à Dieu, et qui est recraché sur le rivage. Jonas, c'est le Younes arabe. Enfin, Younes, c'est le Jonas arabe. Clac! Un roman, c'est fait de noms, c'est fait de mots. Ah, ça y est, c'était reparti. Younes. C'était... Ça a permis quelque chose, ça a relâché une hésitation, une tension. Ça l'a incarné. Ça l'a incarné, tout simplement. Tout à coup, j'ai vu qui c'était, ce jeune homme. Et puis évidemment, c'est pétri de petites histoires qu'on m'a racontées, des bénévoles de Calais aussi. Une femme que je cite souvent qui s'appelle Sylvie, qui m'a même pas dit son nom de famille, mais qui accueillait chez elle régulièrement des Soudanais, des jeunes Soudanais, mais parfois jusqu'à 10 Soudanais, et c'était tous des ados, et je lui disais, mais quand même, c'est dingue, enfin, c'était un 2 pièces, elle était retraitée d'une administration, je sais plus laquelle, et je lui disais, mais c'est grave, ça doit être très fatigant. Non, elle me disait, non, ce qui me fatigue le plus avec mon dos, c'est qu'il n'y en a pas un qui pense à passer la serpillière après sa douche. Et je me disais, ah ben c'est comme mon fils, c'est exactement comme mon ado de fils, et il y en a 10, quoi. Bon. Donc, tous ces petits détails concrets, c'est des cadeaux. C'est avec ça qu'on fait des romans, quoi. Puis moi, j'avais une toute petite expérience d'accueil d'un gamin, il y a plusieurs années, c'était aussi assez folklorique. Mais bon, tout ça, et puis des tas de récits, essentiellement à Calais. Voilà, le roman, c'est fait de ça. Et le personnage de Rose, donc qui veut être quelqu'un de bien, qui veut être quelqu'un d'honorable. Elle n'a pas trop le temps non plus, hein. Elle a d'autres chats à fouetter. Oui, voilà. Non, mais on voit que c'est pas simple, mais c'est quand même quelqu'un de très bonne volonté. Oui. Quoi. Elle est de bonne volonté. Comme la plupart de mes personnages, elle est assez maladroite parce qu'elle a trop à faire. Elle a un métier. Elle a un mari agent immobilier, mais qui picole trop. Donc tous les soirs, elle entre à la maison, il est bourré. Et il est de très bonne volonté, son mari. Moi, je le trouve assez aimable. Sauf il est attachant, voilà. Sauf qu'elle passe son temps à se demander si elle va le quitter ou pas. Ça l'occupe beaucoup. Ça occupe vraiment beaucoup de cases de son cerveau. Ça la fatigue. Tout est à faire quand elle rentre. Les gosses n'ont pas fait leurs devoirs. La bouffe n'est pas faite. Les courses ne sont pas faites. Enfin, c'est une vie très banale, au fond, hein, mais bon. Et ça l'épuise. Et elle peut... C'est vraiment la classe moyenne parisienne. Psychologue, agent immobilier. Ils n'arrivent plus à payer leur loyer. Ils vivent dans un 3 pièces minuscule. Les 2 gosses sont entassés dans des lits superposés. On connaît ça par cœur. Et ils vont partir, quoi. C'est plus possible, ils vont partir. Donc tout ça, ça l'occupe énormément. Et puis elle a ses petits patients. Elle est psychologue, elle est très engagée dans son métier. Donc elle a vraiment d'autres chats à fouetter que les migrants, quoi. Il manquerait plus que ça, quoi. Et ça lui tombe dessus. Bon, parce que ça nous tombe dessus aussi. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ?
Et alors, c'est l'histoire de cette femme, c'est tout. Je sais, vous avez lu la fin du livre, donc c'est vrai qu'elle a une vraie bonne volonté, mais quand même, les 2 tiers du livre, elle patauge beaucoup quand même. Oui, parce qu'effectivement, enfin, c'est pas simple non plus de savoir que faire. Et surtout, elle pensait que ça la concernait pas. Elle pensait vraiment que ça la concernait pas, et elle est sur cette planète-là, quoi. Elle peut pas être ailleurs. Il n'y a pas de planète B, même pour ça, quoi. Et en même temps, c'est un roman tel qu'on en parle là. On parle d'un roman extrêmement réaliste. Et pourtant, ce personnage de Rose, je ne dis pas qu'il n'est pas réaliste, mais le fait est que Rose, c'est un peu une magicienne. Elle a quand même, elle est dotée d'un pouvoir que moi j'ai pas, que vous avez peut-être, mais moi je n'ai pas. Elle a quelque chose, un fluide. Voilà, elle peut guérir en touchant. Un pouvoir magique assez archaïque, hein, mais pourquoi l'avoir dotée de cette caractéristique? Bon, d'abord, c'est un peu irrésistible pour moi, ça parcourt tous mes livres. Il y a toujours des personnages de sorcières qui s'ignorent un peu, ou de rebouteuses, ou de... Bon, il y a des fantômes. Pas toujours, mais enfin, on est souvent au bord, quoi. Et là, il y en a, hein. Dans les appartements, il y en a quelques-uns quand même. Pardon. Dans les appartements, il y a des. C'est pas pour rien qu'il est agent immobilier, hein, parce que j'ai interviewé beaucoup de migrants, mais j'ai aussi interviewé beaucoup d'agents immobiliers. Et la plupart d'entre eux croient vraiment aux maisons hantées et ont du mal à vendre des maisons de pendus, comme ils disent. Après, je vais revenir à votre question, mais un d'entre eux m'a beaucoup impressionnée. Chez Guy Hockey, Place d'Italie, si vous voulez tout savoir, il a eu à vendre un appartement où Guy Georges avait tué une jeune femme. Et cet appartement était passé dans l'émission de Christophe Ondelat, donc la porte, le palier, le numéro, la rue. L'appartement était invendable. Et le type a déployé des stratégies très romanesques, en fait, pour le vendre. Il n'a pas réussi à le vendre, il a réussi à le louer. Sauf que la locataire a été hantée. C'est-à-dire la locataire revenait désespérée parce qu'elle était témoin de phénomènes incompréhensibles, de bruit, la sensation que quelqu'un l'a regardée. Et ça avait beaucoup, beaucoup impressionné cet agent immobilier qui était très embêté avec sa propre culpabilité, d'une certaine façon. J'ai plein d'histoires comme ça. J'en ai tellement... Enfin, mon éditeur m'en a fait couper certaines, parce qu'il y a un moment, on est un peu hors sujet aussi quand même. Bon, donc c'est un livre sur l'habitat, sur où habitons-nous et sur qui a le droit d'habiter où. C'est vraiment fondamentalement là-dessus. Qui a le droit d'habiter où sur cette planète? Quand vous tenez un globe dans la main, un globe d'école, ben vous pouvez vous poser la question partout. Qui a le droit d'habiter où? Bon, donc c'est vraiment un roman qui décrit ça et la totale incohérence du système. Bon. Et donc, du coup, la magie, quand j'étais à Calais, un autre point chaud du globe, en quelque sorte, vraiment dû à la géographie. Moi, je suis vraiment un écrivain de la géographie. Je pense qu'on surestime un petit peu l'histoire. Il faut remettre de la géographie dans l'histoire, beaucoup. Bon, à Calais, il y a un endroit à l'intérieur même de Calais. C'est la zone industrielle de Calais et c'est la station Total de la zone industrielle de Calais qui est actuellement le dernier point de passage. J'y étais en début 2018, mais c'est toujours le cas. Le dernier point de passage pour l'Angleterre. Plus personne ne tente l'Eurotunnel pour des tas de raisons. C'est essentiellement trop dangereux. Malheureusement, il y a de plus en plus de gens qui prennent des Zodiacs pour traverser la Manche. Il y a donc une petite année, quand j'étais à Calais, c'était pas encore le cas. Ça frémissait, on en parlait comme des fous, quoi. Mais maintenant, ils le font de plus en plus. Mais le point le plus chaud, c'était cette espèce de trou, quoi, dans la station Total. C'est les camions. Et donc, la technique, je la décris dans le roman, mais il y a une 50aine de migrants qui se mettent sur... Migrants, je dis ce mot. Qui se mettent sur un camion. Il y a un passeur, ça coûte 500 €, qui fait craquer la serrure. Le camionneur, le pauvre, il n'en peut mais. Enfin, les camionneurs, c'est vraiment les dindons de ce délire collectif, quoi, de cette farce collective. Et donc, il y a 50 jeunes gens qui grimpent dans le camion. Les flics arrivent, les gendarmes, hop, ils virent tout le monde. Tout le monde descend. Et peut-être, en fait, qu'il n'y en a que 49 qui descendent parce que c'est un tel bazar. Et alors, il se planque dans les tomates. Il y avait beaucoup de tomates quand j'y suis allée. Et puis, il va peut-être franchir les contrôles à la chaleur, les contrôles à l'oxygène, les contrôles au miroir, les contrôles aux chiens et les contrôles au hasard avec les douaniers qui rentrent dedans. Et puis, il va peut-être arriver en Angleterre. Je me disais, mais c'est dingue, mais c'est de la folie. C'est tout ça pour arriver à ce délire collectif, quoi. Enfin,
Les flics sont épuisés, les migrants sont épuisés, ça déclenche forcément de la violence, ça ne va pas du tout. Et je me disais, c'est des passe-murailles, voilà. J'étais hantée par ce livre de Marcel Aimé, Les passe-murailles, le passe-muraille. Passer à travers le mur, enfin, se dissoudre en atomes, puis se reconstituer après. Je vous rappelle qu'à la fin du passe-muraille, il reste coincé dans la muraille. Il y a sa statue à Montmartre. Et quand je les voyais le lendemain matin, tous ces gamins, il en manquait parfois un ou deux. Et comme ils disent, ça sonnait anglais. C'est-à-dire, quand on est en Angleterre, il y a une tonalité anglaise. Il y en avait un qui était passé. Alors, c'était la fête. Mais je me disais, mais comment? Mais c'est de la magie, en fait, il n'y a plus que ça. Ils étaient pleins d'amulettes, alors, évidemment, ils sont tous très pieux, mais alors à ce stade-là, ils croient dans n'importe quoi qui les fera passer, quoi. C'est de la magie, ça va. J'étais très troublée par ça. D'où la magicienne. D'où la magicienne. Il n'y avait plus que ça. J'avais envie moi-même. Enfin, j'avais tout de suite un rôle très maternel. Ils sont beaucoup plus jeunes que moi en général. J'avais envie de les pousser, de les aider. J'avais ce truc dans les mains, effectivement. Les propulser par-dessus le Chanel. Là. Mais en fait, c'est de l'écriture. Enfin, j'avais que ça. Et d'ailleurs, eux-mêmes me chargeaient d'écrire leur histoire. Enfin, il y avait toute cette charge aussi qui me paralysait un peu, d'ailleurs. Hein. D'où le chantier. Il y a beaucoup de personnages d'enfants dans ce livre, beaucoup d'enfants. Il y a ces jeunes gens, ces jeunes migrants, ces jeunes réfugiés, ces jeunes, je sais pas moi non plus, je sais pas évidemment comment les nommer. Il y a les enfants de Rose et de son mari. Il y a les enfants, comme elle est psychothérapeute pour enfants, les enfants qu'elle reçoit dans son cabinet. Et c'est vrai que ce livre, moi, ce roman, je l'ai aussi reçu comme un livre sur l'avenir, enfin sur le présent de ces enfants et sur l'avenir qu'on prépare à nos enfants. Dans des situations extrêmement différentes. Ils sont tous aux prises avec ce monde des adultes qui dysfonctionne et qui va pour dysfonctionner encore davantage, quoi. Et en même temps, les adultes font ce qu'ils peuvent. Enfin, c'est aussi un couple parental qui fait ce qu'il peut. Et vraiment, je leur jette pas la pierre, quoi. Et la petite est couverte d'eczéma, elle est allergique à tout. Elle est pénible. Enfin bon, bref. Emma, elle s'appelle. Elle a 6 ans. Et Gabriel est plus grand. Et c'est un ado quoi, un peu mutique, un peu boudeur, qui écrit peut-être. Il faut dire qu'il a plus son portable. Alors voilà, donc, elle lui a fait un sale coup. Ouais, elle lui a fait un sale coup quand même, sa mère. Parce que donc Rose, dès le début, donne à Younes, ce jeune migrant, le portable de son fils. Et comme il lui est dit à un moment dans le roman, elle n'a pas eu l'idée de donner son propre portable. Non, elle est allée piquer le portable de son adolescent de fils endormi. Donc ça met une zone dans la famille terrible. L'ado, évidemment, cherche son portable partout. Il est furieux. Elle n'avoue jamais son forfait. Enfin bon. Et puis, alors c'est très dynamique, les téléphones portables dans les romans. Il y a 20 ans, je ne savais pas quoi en faire dans un roman. Maintenant, ça me paraît un cadeau, là aussi, narratif. C'est qu'évidemment, ce portable, Younes, il va vite s'apercevoir qu'il suffit qu'il tape maman pour pouvoir appeler Rose. Et il tombe sur Rose. Et pendant assez longtemps, elle ne va pas décrocher. Mais elle lui a tout donné, la puce, le code, tout. Elle lui a vraiment donné le portable. Mais elle, comme elle dit à un moment, elle dit « j'ai fait une connerie ». Parce qu'elle n'a pas du tout la place, le temps de faire quoi que ce soit pour ce jeune homme, quoi. Elle a déjà fort à faire avec ses enfants et avec ses patients, ses petits patients. Elle est psy pour enfants. Oui, c'est un roman sur l'avenir par leur biais. Un avenir un peu, évidemment, angoissant, un peu déjà cabossé, un peu... Mais il y avait une autre version du roman. Moi, j'aime bien pas la science-fiction. Enfin, j'en ai beaucoup lu de la science-fiction, mais j'aime bien écrire ce que j'appelle de la littérature imminente. C'est-à-dire, ça va se passer. La truisme, ça se passait 10 ans après l'écriture, à peu près. Enfin, il y a beaucoup de mes romans qui sont imminents, quoi. Parce que ça me laisse un tout petit espace de liberté pour l'imaginaire, et en même temps, c'est là, je touche du doigt. Donc, j'avais imaginé un roman où la petite fille, Emma, mais ça m'emmenait trop loin, vous allez comprendre, était en fait, elle était beaucoup plus petite, c'était un bébé, et c'était en fait le dernier bébé né sur la Terre. C'est-à-dire qu'on s'apercevait qu'après Emma, il n'y avait plus aucune naissance. Alors, c'était intéressant, mais ça faisait quand même de Rose la dernière mère sur la Terre, quoi. Alors, c'était un peu lourd. C'était complètement un autre roman, donc j'ai vite abandonné. Oui, c'est pas le même livre. Ouais. C'est un autre livre. Peut-être que je l'écrirai un jour, mais bon. Mais c'est pour vous montrer aussi, quand même, mes propres errances narratives, quoi. Je ne savais pas par où attraper ce roman, qui parle aussi beaucoup du changement climatique, de la destruction des animaux sauvages, enfin, assez discrètement au fond, mais c'est là. Et il fait chaud, enfin, c'est... Et en même temps, Rose, elle a beaucoup d'énergie, enfin, elle me plaît beaucoup.
Non, effectivement, il y a quand même un environnement autour de... C'est à la fois un roman extrêmement réaliste, très... C'est aussi une comédie. Oui, c'est vraiment une comédie, ouais. Et avec, effectivement, en troisième cercle, quelque chose d'assez inquiétant sur la planète et son habitabilité pour les générations à venir. Où habitons-nous, c'est vraiment ça. Et quand vous êtes en train d'écrire, vous avez... traversant toutes ces difficultés dont vous parlez de choix esthétique et éthique, vous avez en tête tout ce que vous voulez mettre dans le livre, ou est-ce que vous le découvrez aussi parfois que tel thème, entre guillemets, ou tel motif est dans le livre, dans le roman, et non, pas forcément... c'est pas forcément volontaire. Les deux, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, j'ai en tête tout ce que j'ai envie de raconter. Je vois très bien ce qui va devenir hors sujet. Ma technique habituelle, elle est très simple, c'est que j'écris très long. Et après, je coupe au moins un tiers du premier jet, au moins, parfois la moitié. Je densifie énormément. Après, la dernière étape, c'est POL, mes deux éditeurs, enfin Frédéric Boyer, qui est mon éditeur, et puis Jean-Paul Hirsch, qui m'a toujours accompagné. Paul n'est plus là. Mais il y a ce regard ultime, quoi. Avant la publication, ils sont évidemment très très peu directifs. Enfin, évidemment, je dis ça parce que je supporterais pas. Enfin, ils sont au bon endroit, disons. Et effectivement, il y avait par exemple un petit peu trop d'agents immobiliers et puis un petit peu trop de patients, de petits patients. J'avais imaginé beaucoup de cas un peu délirants d'enfants, vraiment cinglés, quoi, que Rose accompagnait dans sa pratique. Et ça me faisait énormément plaisir. J'ai été psychanalyste, donc inventer des cas un peu marrants comme ça m'amusait. Mais il y en avait trop. Il y en avait vraiment trop. Donc là, j'ai coupé les 2/3 des cas. Bon, les psys regretteront peut-être, ou les patients d'ailleurs, mais c'est un autre livre, voilà, c'est un autre livre. Donc il faut aussi apprendre à... c'est Henry James qui appelait ça « My Little Darlings ». Il faut apprendre à couper ces petits chéris, les passages qu'on aime dans le roman, mais qui ont juste rien à voir. Et voilà, et suivre une ligne. Tch, pas perdre de vue quand même cette histoire de où habitons-nous. C'était vraiment ça. Et puis, les amis, les conversations, j'ai très souvent le titre d'abord, et le titre est programmatique, c'est-à-dire je me demande ce qu'il y a dans le titre. Il y a une phrase de Julien Green, qui n'est pas mon écrivain préféré, mais qui parle très bien de l'écriture. Il dit « J'écris mes livres pour savoir ce qu'il y a dedans ». Bon. C'est vraiment ça. Et le titre, c'est ça. J'écris le livre pour savoir ce qu'il y a dans le titre. Truisme, c'était vraiment ça. Enfin, c'est quoi ce mot? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Naissance des fantômes, mon deuxième roman. Très programmatique. Là, j'avais pas le titre. Enfin, j'en avais un qui était un titre de travail, que je vous livre. C'était Costa Lampedusa. Bon. Comme tous ces paquebots Costa qui s'appellent Costa Merveillosa, Costa Diadema, Costa n'importe quoi, disent mes enfants, Costa Mediterranea, Costa Concordia. Costa Lampedusa, ça claquait, c'était pas mal. Mais Lampedusa s'est très vite déplacée. En quelque sorte, cette île a été abandonnée, quoi, enfin, à tous les sens du terme. La dernière fois, enfin, on en entend un petit peu parler, mais je me rappelle d'une interview de sa mère. C'était une femme mère qui disait, demandait des sous, demandait de l'aide pour agrandir son cimetière. Enfin, je trouvais ça déchirant, quoi. Et c'est vraiment un peu un cimetière maintenant, Lampedusa. Et les trajets se sont déplacés. Et puis Paul, mon éditeur, donc, il avait étudié la question juridiquement aussi. Est-ce que la compagnie Costa, ça pouvait les embêter? Enfin, il avait commencé à étudier la question. Et puis en fait, le capitaine, il est très honorable. Enfin, je dis pas de mal des paquebots, à part dire l'évidence. C'est-à-dire qu'il faut que ça s'arrête, en fait, ces trucs-là. C'est pas possible. Mais bon. Mais on s'amuse aussi beaucoup à bord. Enfin, c'est très confortable. Donc, le titre... je termine mon histoire. Je parle avec Charles Frégé, qui est un très grand photographe et qui est un très bon ami, qui a fait les couvertures de mes 2 derniers folios, par exemple. Et il me dit, il était pressé, il me dit non mais bon, alors ça parle de quoi là ton roman en 2 mots? Et je lui dis c'est la mer à l'envers. Ça m'est venu comme ça. Et il me dit ah mais c'est le titre. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et une fois que j'ai eu le titre, le prénom de Younes, la chanson de David Bowie. We can be heroes just for one day. Tac. Tout s'est mis en place. Et en même temps, quand on en a parlé avant cette soirée, vous me disiez que la mer à l'envers, vous qui avez fait
qui avait pas fait 10 ans de psychanalyse, qui avait été psychanalyste pendant 10 ans. J'ai été psychanalysée, enfin on a tenté en tout cas de le faire avec bonne foi et bienveillance pendant une dizaine d'années. Oui, non, j'ai pas vu. La mère, vous n'avez pas vu. C'est dingue. Ouais. La mère à l'envers, évidemment, la mère. Pourtant, j'avais écrit mon 3e roman s'appelle Le mal de mer et on m'avait déjà dit que c'était le mal de mer. Je sais pas, je résiste à ce jeu de mots, mais c'est très bien qu'il soit là. C'est très bien. Et il est tout à fait valide et pertinent. C'est une mer à l'envers. Elle sait plus justement où elle habite. Et c'est aussi un monde à l'envers. Et la mer Méditerranée est à l'envers. Ça va pas, quoi. Donc, c'est bien, au fond, que ce jeu de mots soit là, même involontaire. Vos lecteurs les plus attentifs se souviendront d'avoir croisé Rose, notamment dans Clèves, en 2011. Ils croiseront dans La mer à l'envers, enfin, ils la croiseront pas vraiment, mais Solange, l'héroïne de votre précédent roman, Il faut beaucoup aimer les hommes, est là, plutôt par téléphone. Hein. Elle habite toujours à Los Angeles. Elle habite toujours à Los Angeles. Donc, qu'est-ce que c'est que ces personnages qui reviennent, qui sont parfois sur le devant de la scène, qui parfois sont des personnages secondaires ou des figurants? Vous travaillez sur un groupe de personnages. Il faut s'amuser quand on écrit, hein, sinon ça va pas. Il y a eu un moment en 2011, quand j'ai écrit ce roman qui s'appelle donc Clèves, et qui est l'histoire d'un groupe d'adolescents dans les années 80, dans un petit village que j'ai nommé Clèves, évidemment en référence aussi à la princesse, mais qui est une fiction de mon propre village d'enfance au Pays Basque. Ce mélange de France et de Pays Basque, très, très, très chevillé, très fort, bon, Clèves. Et alors, il y a une bonne quinzaine de jeunes personnages, et dans Il faut beaucoup aimer les hommes, j'ai repris Solange, et puis Rose un petit peu, et puis un petit peu Christian, un petit peu Arnaud, et là, je les reprends aussi. Parce que en 2011, j'avais quoi? J'avais 42 ans. J'étais arrivée au bout d'une certaine inventivité de personnages. J'en avais marre d'inventer des personnages. Peut-être pas marre, c'est pas la question, mais j'étais arrivée au bout, je crois. Et j'avais mon village, et c'était comme des Playmobil, et il suffisait que j'en sorte un, comme ça, pouf. Alors je me disais, mais qui tu es, toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas m'aider à raconter quoi? C'est un peu cette histoire de tenir par la main. Avec toi, je vais raconter quoi? Quel aspect du monde? D'où l'évidence de reprendre Rose, qui était déjà psychologue dans Il faut beaucoup aimer les hommes. C'est pas un feuilleton, hein. On peut sauter des tomes. Mais pour moi, je fais irradier comme ça toutes ces petites vies. Enfin, c'est pas des petites vies, c'est des vies fictives. Et je m'y retrouve. Et ça me donne beaucoup de force. Mais typiquement, Younes, il n'est pas du village. Et je crois que c'est pour ça aussi que j'ai eu du mal à l'incarner. C'était un nouveau venu, littéralement. Et il m'a fallu retravailler la fiction, et la fiction de la vraisemblance, quoi. Parce qu'inventer un personnage qui tienne debout tout un roman, c'est du boulot. C'est vraiment du boulot. Mais Rose aussi, vous l'avez incarnée par rapport à ses précédentes apparitions. Oui. Elle est quand même autrement développée. Donc c'est un personnage à inventer également, même si on a son nom et son village. Déjà, quand on a elle avait en quelque sorte ses papiers romanesques, quoi. Je savais où elle était née, quand elle était née, quel était son nom, Rose Goyeneche, ça c'est déjà assez typifié. Et c'était un personnage ultra secondaire dans ses 2 romans précédents. Et je me suis dit que c'était la bonne personne pour être un peu perdue dans ce monde complexe. Solange, c'est une actrice, elle a un narcissisme que n'a pas Rose. Rose, elle s'en fout un peu de qui elle est. Elle travaille beaucoup pour les autres. Elle est vraiment quand même dans le don, dans le transfert. C'est une très bonne... elle a une forme de génie clinique. Elle le sait pas d'ailleurs, elle se sous-estime. Et elle boit trop, et elle se sent démodée, déjà vieille, et elle sait pas quoi faire avec ses enfants. Enfin, elle m'est extrêmement sympathique. Mais voilà, c'est pas Solange qui était un peu éblouissante par moments, quoi, et un peu agaçante aussi. Ouais. D'ailleurs, elle est pas forcément sympathique. Enfin bon, je règle. Elle est fidèle à elle-même. Ouais. Entre nous. Mais c'est un petit truc d'écrivaine, enfin, peut-être que je me fais plaisir qu'à moi, hein. Mais Il faut beaucoup aimer les hommes, c'est un roman, je sais pas, de 300 pages qui tient quand même sur la passion amoureuse dévastatrice que connaît Rose avec un homme noir. C'est aussi une histoire... Solange. Pardon, Solange, si je commence à m'y perdre moi. C'est la passion de Solange pour un homme. Bon. Et Solange, elle tourne un film avec cet homme qui est metteur en scène. Bon, tant pis, je vais vous le divulgacher, bouchez-vous les oreilles si vous voulez le lire. Mais à la fin du roman, elle convoque
tous ses copains, Solange, pour la première du film où elle a tourné. Elle convoque aussi Rose. Elle lui paie des billets d'avion pour qu'elle vienne jusqu'à Los Angeles. Cette Rose-là, qui est un personnage hyper secondaire. Et en fait, Solange a été coupée au montage. Elle n'est pas dans le film. Et c'est tout le roman va vers cette catastrophe. Et alors là, ça tient en 3 lignes. C'est-à-dire que Rose, elle a un très vague souvenir qu'elle a vu un film. Alors, il y avait un problème avec ce film, elle ne sait plus très bien, c'est un film avec Solange. Mais bon. Mais elle était tellement terrorisée dans l'avion pour aller à Los Angeles qu'elle n'a aucun souvenir de la soirée elle-même. Et après, il fallait rentrer à Paris en avion et ça n'allait pas du tout. Et j'aime bien cette idée que les amitiés les plus fortes sont parfois réductibles à des malentendus affreux où le drame de l'une rencontre l'indifférence totale de l'autre, en fait, qui est juste hyper anxieuse en avion, quoi. Donc, je m'amuse aussi à faire des croisements. Peut-être que ça n'amuse que moi, hein. Mais je fais se répondre comme ça les personnages. Et j'en ai pour le restant de mes jours, je crois, à m'amuser comme ça. J'espère que ça vous intéressera un peu. Mais... Est-ce qu'au stade où nous en sommes de cette soirée, quelqu'un veut intervenir, poser une question? Non, je vous vois on voit rien du tout. Je vous vois, ça y est. Donc s'il y a une main qui se lève, on la voit pas, hein. Non? Personne? S'il y a une dame devant. Une dame. Le micro arrive vers vous. Il paraît qu'il faut que vous parliez dans le micro. Le micro est là dans 2 secondes. Voilà. Oui, bonjour. Vous allez déjà comprendre un petit peu ma question. Je m'appelle Françoise Elisha Béer. Oui, elle est basque. Voilà. Et je savais que vous étiez basque aussi. Mais parce que vous avez parlé de cette histoire de transgression de la frontière qui maintenant s'est déplacée de Irun à Hendaye, est-ce que, juste c'est en annexe du bouquin, mais je voudrais le savoir, est-ce que ça pose maintenant des problèmes à la population en France? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que, on n'en est pas à Calais, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui déjà... commence à pousser, à faire... Bon, à ma connaissance, et je suis ça de très près avec diverses associations, divers journalistes et puis des habitants de mon village aussi, c'est vraiment un point de passage. Donc en fait, les gens qui voyagent à travers cette frontière ne restent pas. Quand ils restent, c'est pour se reposer, pour trouver à manger, un toit momentané. Pour l'instant, voilà, on en est là. Je sais pas. En tout cas, ce qui est assez remarquable, et ça me fait chaud au cœur, c'est que l'accueil est bon. Enfin, quand ça a commencé à frémir de ce côté-là, c'est-à-dire quand l'Italie a fermé sa frontière, je sais que les gens ont eu très peur. Et puis en fait, c'est assez fluide. Mais j'ai pas de discours idéologique à porter là-dessus. Moi, je constate que pour l'instant, il y a vraiment... C'est un pays qui vote extrêmement peu à l'extrême droite. C'est un pays assez sympathique pour ça, qui a une identité très très forte, comme vous savez. J'ai aussi l'impression que d'une certaine façon, cette identité très forte, qui est une identité de combat, est assez accueillante, paradoxalement. Et moi, ça me fait plutôt plaisir. Mais c'est vraiment un roman de questionnement. Et si dans ma vie de citoyenne, j'ai pu faire diverses actions, je reste quand même assez perdu sur ce qui nous arrive, sauf à désirer vraiment qu'il y ait une volonté politique rationnelle pour organiser cette migration, qui de toute façon est une migration planétaire. Donc il faut l'organiser le plus sereinement possible. On n'y est pas du tout, quoi. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Une question, oui. Bonsoir. Bonsoir. Quand vous n'écrivez pas, qu'est-ce que vous faites? Vous partez en croisière? J'avoue, hein, je suis partie en croisière. Je vous dis même, je suis partie 2 fois. Parce que la première fois, j'ai pas tout compris. Et là, je suis repartie parce que je savais exactement ce que je cherchais la 2e fois. Je voulais encore plus interroger les employés à bord. C'était pas facile d'ailleurs. Qu'est-ce que je fais? Il se trouve que là, je suis dans une période un peu hyper active. J'ai une chaire d'écriture créative, comme on dit, à Sciences Po, juste pour le semestre. Et ça m'occupe tous les mercredis après-midi. Et puis, qu'est-ce que je fais en ce moment? Je vais un peu de théâtre en théâtre. C'est très agréable. Je réponds à des journalistes. Je vais dans des librairies. Ça, c'est ce qu'on appelle donc la promotion d'un livre. Enfin, j'accompagne la sortie du livre. Et puis, je m'occupe de mes 3 enfants, mine de rien. J'essaye.
Et puis, ah oui, et par ailleurs, ça c'est un peu particulier aussi, je suis présidente de ce qu'on appelle l'avance sur recette au CNC, Centre National du Cinéma. Mais c'est très momentané dans ma vie. Je crois que je m'ennuyais un peu là ces derniers temps. Là, j'en fais trop. Mais dans 1 an et demi, je vais retrouver normalement la vie très très vide hein, des écrivains. Je me lève le matin, je fais du café, et je m'assois, il se passe rien. J'écris. Ouais. Normalement, c'est ça ma vie. Mais vous écrivez beaucoup, Marie, parce que, effectivement, je disais, en l'espace de 23 ans, 15 romans, des essais, des traductions, entre le moment où vous avez commencé à travailler ou à penser à La mer à l'envers et le moment où il paraît, d'autres livres sont parus. Vrai. 2 livres. Ouais. 2 livres. Un essai un récit. Une biographie, oui, sur Paula Becker, cette peintre allemande formidable. Être ici est une splendeur. Ouais. Et Notre vie dans les forêts. Un roman qui est né justement d'une vision aussi, une femme à Calais, assise sous une bâche devant un brasero, une réfugiée. En fait, c'est un roman légèrement dystopique, comme on dit, Notre vie dans les forêts. C'est pas sur Calais, mais je sais intimement à quel point ça vient de Calais. C'est quelqu'un qui est réfugié dans une forêt. Bon, voilà. En fait, j'avais tellement de mal à écrire La mer à l'envers. De toute façon, le matin, quand je vous dis qu'il se passe rien, c'est intolérable qu'il se passe rien. C'est affreux. Donc, je finis toujours par écrire 1 ou 2 phrases. À la fin de la journée, quand j'en ai 3 ou 4, une demi-page, c'est bien. Voilà. Une demi-page que je vais peut-être jeter, que je vais énormément réécrire, mais une demi-page, quoi. Et à force, au bout de 23 ans où je suis publiée et de, 45 ans que j'écris, ça... Bah oui, c'est vrai que je publie pas mal de livres. Ouais. C'est pas un reproche. Et je suis très... Non, il y en a des plus ou moins réussis, mais je suis bien accompagnée par les éditions Pewell. Ouais. Vous traduisez aussi ? Je traduis. Quand je n'écris pas, je traduis. Il faut toujours que j'écrive quelque chose. Donc. Quand vous n'écrivez pas vous-même, vous traduisez, ce qui est un peu écrire aussi d'une certaine manière. Traduire, c'est écrire avec un livre sous les yeux. Vous avez traduit récemment Baldwin. Oui. Virginia Woolf, plus anciennement... Un petit peu Joyce, des brouillons. Joyce. Ovide. Joyce, c'était l'enfer. Et Ovide, avec un immense plaisir, Ovide, ses lettres d'exil. Ouais. En tout cas, là, je ne sais pas comment ça s'organise chronologiquement, hein, mais effectivement... Baldwin s'est paru cette année chez Gallimard. Alors, je ne sais plus quel est le titre, du coup, parce que c'est un nouveau titre, Chronique. Chronique d'un enfant du pays. Voilà. D'un enfant du pays, justement. C'est quelque chose que vous avez fait, cette traduction de Baldwin, tandis que vous écriviez ce livre-là. Oui, forcément, puisque ça fait 5 ans que j'écris tant bien que mal ce livre. Oui. Donc j'ai fait beaucoup de choses pendant que je l'écrivais. Oui. C'est la première fois que ça m'arrive. Normalement, j'écris toujours un livre après l'autre. Évidemment, là, dans ma tête, j'ai au moins 4 livres, mais je les série, quoi. J'ai aussi appris à être patiente. Mais celui-là, il me donnait tellement de mal que j'ai accepté d'en écrire d'autres pendant, de le laisser poser. Oui. Et quand vous dites que vous avez des livres dans la tête, des idées de livres, ce sont des romans et ils sont dans... C'est quoi ? Enfin, une idée de livre, c'est quoi, du coup ? Une idée de livre, c'est... j'en ai pas fini avec ce que c'est qu'être une femme. Depuis Truisme, je travaille énormément là-dessus. MeToo, Harvey Weinstein, tout ça, ça m'a fait relire ma propre jeunesse, comme nous toutes, et peut-être nous tous aussi. Enfin, je veux dire, les hommes sont complètement partie prenante de toute cette histoire. Et la masculinité bien construite. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement sexy, ça. Enfin, et elle est trop rare, voilà, la masculinité bien construite. Je voudrais parler de tout ça. J'ai un livre en tête qui s'appelle « Fabriquer une femme », ER, et qui serait sur les années d'apprentissage de Rose, entre 20 et 30 ans, disons. Elle aurait 4 amants, je les vois déjà, voilà. J'ai envie de raconter ça. C'est un livre tout simple, au fond, comme ça, une espèce de chronologie de 4 amants, entre 20 et 30 ans. Et puis je voudrais faire un sort à Arnaud, qui est un peu le salaud de l'histoire. Hein. Dans Clèves, il s'est mal comporté avec Solange. Et... Dans ce livre, il est chasseur de démons, dans La mer à l'envers. Mais c'est un charlatan, bien sûr. Il fait des sous avec les superstitions des gens au Pays Basque. Sauf qu'évidemment, j'aimerais qu'il rencontre un jour un vrai démon, quoi. Donc ça, c'est un roman fantastique, un peu à la Horla. Enfin, un peu... J'ai très envie d'écrire ça, un livre court comme ça, et totalement fantastique. Et puis j'en ai d'autres en tête. Mais bon, j'ai hâte de m'y mettre, en fait. Est-ce qu'il y a des questions ? D'autres questions ? Non ? Et puis... ça marche, ouais. Je vous vois. Et puis il y a des rencontres, non ? Thierry Thionang, c'est bien vous qui avez rencontré ce danseur. Oui. Je me trompe ?
Ça me dit rien, je suis désolée, Ah mais mince, j'ai une je mémoire me trompe dramatique d'écrivain. des noms. Non. Thierry. Non, mais je me trompe peut-être. C'est pas vous qui avez fait un livre avec un danseur? Non, Non. c'est pas moi. J'ai fait Tant des livres avec pis, des artistes, tant mais pis. pas lui. Tant pis, c'est pas grave. C'est Donc pas il y a grave. aussi des rencontres de votre côté avec d'autres. J'ai fait des livres avec d'autres artistes, mais pas lui. Ouais. Que diriez-vous, Marie, que vous avez donc en 23 ans d'écriture et d'implication dans l'écriture, est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous avez lâché des choses? Est-ce que c'est un livre que vous auriez pu écrire enfin, si on tient pas compte de la dimension d'actualité, est-ce que c'est un livre que vous auriez pu écrire tel qu'il est il y a 20 ans? Je crois pas, non. Il y a 20 ans, j'étais dans une expérimentation salutaire. C'est-à-dire, je suis très heureuse d'avoir expérimenté des romans assez différents, comme Le Mal de mer, mon 3e, ou Bref séjour chez les vivants, qui est vraiment mon roman le plus expérimental, qui a son public. Enfin, il y a des gens qui le préfèrent, en quelque sorte. Mais c'est vraiment un roman assez difficile à lire et peut-être un peu trop exigeant. Enfin, je sais que j'écrirai plus du tout comme ça aujourd'hui. J'ai revalorisé en moi le goût des histoires. C'est très, très difficile de bien raconter une histoire, mais sans jamais lâcher une certaine ambition d'exploration. Mon grand modèle, c'est un modèle musical, c'est Björk. C'est quelqu'un qui a réussi à avoir un succès populaire tout en maintenant très haut la barre d'une recherche formelle, parfois un peu erratique. Je n'aime pas tout ce qu'elle a fait. Il y a des albums de Björk que j'ai du mal à écouter. Et puis parfois, il y a d'extraordinaires moments de grâce, et encore très récemment. Donc c'est une vraie artiste, c'est-à-dire qu'elle cherche et elle a des réussites et plus ou moins... Voilà, c'est plus ou moins réussi. Mais j'espère être... c'est un génie, elle, donc je ne me compare pas, mais j'aimerais bien être dans ma propre recherche. Je crois que je suis assez libre et je suis très bien accompagnée par POL. On ne peut pas faire ça chez tous les éditeurs. Mais pour pouvoir chercher comme ça, et avec vous, et j'ai une chance folle, depuis 23 ans que je suis publiée, j'ai un public très fidèle. Et ça, c'est incroyable. Enfin, j'ai encore du mal à y croire, quoi. Parce que vous me suivez. Enfin, vous n'avez pas tout lu, évidemment. Certains d'entre vous, vous n'avez rien lu. Vous venez par curiosité, c'est super. Mais quand même, je n'en reviens pas moi-même, quoi. Enfin, voilà, les gens lisent mes livres. C'est incroyable. Ouais, ça, c'est assez magique. Et quand vous dites j'ai revalorisé en moi le goût revu à la hausse, le goût des histoires, c'est le fruit d'un désir de raconter des histoires, c'est le fruit aussi d'un désir de transmettre, de communiquer quelque chose. Il y a tout ça. Qui était un peu sacrifié par la recherche formelle, qui est effectivement importante également. Il y a aussi j'ai gagné en assurance au sens où je me dis on va me suivre et j'ai pas besoin de comment dire, c'est compliqué, mais j'ai pas besoin de montrer que je sais écrire. Il y a un truc comme ça quand on est jeune. Vous avez vu comme c'est bien écrit et tout. Non, du calme. Donc, par exemple, Le Mal de mer, mon 3e roman, il a aussi son public, mais il est un peu chichiteux, je trouve. Pardon pour ceux qui l'aimeraient dans la salle, mais il est un peu trop poétique, mais pas au bon sens du terme, quoi. C'est un peu trop joli. Et des fois, c'est juste ennuyeux. Enfin, il se passe rien, quoi. Donc, j'ai aimé en moi cette capacité à... Je sais raconter une histoire. Et en même temps, il y aura la recherche formelle que j'ai envie d'y mettre. Voilà. Mais elle y est. Tout ça est très... c'est une thin line, quoi. C'est une crête. Mais j'oscille, quoi. Voilà. J'ai encore du temps, j'espère. Voilà. N'hésitez pas, si quelqu'un veut intervenir, faites-moi signe. Oui, avec plaisir. Attendez le micro, parce que... Oui, bonsoir. Ce processus d'écriture, d'après ce que vous dites, parfois est difficile, quasiment douloureux, d'après ce qu'on comprend. Et puis, j'imagine que parfois, ça tout se lâche. Et alors, comment ça se passe quand c'est comme ça? Vous dites des fois 3 phrases dans une journée, puis d'autres fois, c'est quoi? Bon, il y a des moments de grâce, quoi. J'aime bien ce terme de grâce parce que... ça écrit, c'est-à-dire je n'écris plus, ça écrit en moi. Si vous écrivez, vous avez tous connu ça. Enfin, tout à coup, ça écrit, on s'oublie. Et c'est un moment de grâce. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est pas forcément bon. C'est-à-dire le lendemain, ou 10 jours après, ou 3 mois après, on se dit ouais, j'ai un peu trop écouté ça là. Et en fait, c'est pas tenu. Et en fait, ça n'a rien à voir avec le reste du livre. Donc j'ai appris à me méfier de ça aussi. Et par exemple, dans Truisme, il y a des petits passages qui s'écoutent un peu écrire.
Pourtant, c'est un livre assez cruel, quoi, hein, assez punk, quoi. Et ça, je l'ai sûrement perdu, d'ailleurs. Hein. Y a des choses qu'on perd et des choses qu'on gagne. J'ai sans doute perdu ce côté, cette grande colère, quoi, qui était belle à sa façon. Mais il y a là aussi des petites coquetteries. Donc, ça dépend des périodes de ma vie. Mais alors, la plupart du temps, c'est, oh là là, il se passe rien, quoi. C'est infernal, hein. C'est pour ça, là, je me distrais en ce moment. Je fais d'autres activités, mais bon. Le vrai truc, c'est d'écrire, c'est tout. Enfin, pour moi, mais... Alors, les meilleurs moments dans l'écriture, c'est quoi? C'est quand? C'est quand on vient d'écrire une phrase, et on se resserre en café. Voilà, et quand il est publié, c'est le... c'est super, oui. C'est le Nirvana. Oui, mais j'ai un peu cette maladie que je suis toujours dans le livre suivant. Et tant mieux, enfin, c'est ma dynamique. Celui-là, il est déjà... Voilà, il est pour vous maintenant. Mais pour moi, c'est pas qu'il est fini, mais je suis passée à autre chose. Mais il est pour vous, voilà. Merci. Il y a une question au deuxième rang. Le micro descend. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je voulais savoir si votre œuvre littéraire, votre écriture a valeur thérapeutique pour vous, vu que vous avez vous avez suivi une psychanalyse, vous avez été psychanalyste vous-même, ou est-ce que c'est la résultante de ce travail thérapeutique que vous avez fait en vous-même? Bon, alors vraiment les deux, hein. C'est-à-dire que jusqu'à ma première psychanalyse, j'avais donc 26 ans, qui a duré 5 ou 6 ans. Je n'écrivais que des manuscrits qui n'étaient pas publiés, parce que j'en ai écrit 4 ou 5. J'avais des bons retours des éditeurs qui m'encourageaient à continuer, mais ils ne le publiaient pas, c'était pas assez mûr, c'était pas... Et cette psychanalyse, la première, m'a aidée à me débarrasser de moi. C'est-à-dire, je me suis canalisée 2 fois par semaine, ma longue plainte, qui est légitime, hein, on a tous à se plaindre. Mais elle a cessé d'être dans mes romans. Elle s'est transformée. Je crois que j'écrivais des romans pour régler des comptes. Alors, il y en a qui savent le faire. Il y a des très bons romans de règlement de comptes. Mais c'est rarement bon, quand même. Il y en a des bons, hein, mais... Et moi, c'était pas mon truc. Il fallait que je passe à autre chose. Il fallait que je m'adresse, quoi, que j'ouvre. Et vraiment, la psychanalyse, elle m'a aidée à m'ouvrir. Enfin, c'est assez spectaculaire, mais j'ai retrouvé des agendas, il y a longtemps maintenant, mais où je note les débuts de mes romans dans des agendas. Et ben, ma première séance, c'était un matin, et c'est l'après-midi que j'ai écrit la première page de Truisme, quoi. C'est le même jour. Truisme, j'y pensais depuis des mois, hein. Mais techniquement, le démarrage, c'est le même jour. Donc l'inconscient est vraiment à l'œuvre, quoi. Et après, le côté thérapeutique, c'est juste que... les gens qui n'écrivent pas, je ne sais pas comment ils font pour vivre. Enfin, vraiment, je ne sais pas. Parce que moi, c'est absolument tout le sens de ma vie. Donc, j'ai du mal à... Justement, dans mes romans, les gens n'écrivent pas, ou alors ils écrivent pour eux. J'ai souvent cette forme-là. Ils écrivent des cahiers. J'écris aussi pour comprendre comment ils arrivent à tenir debout quand même, quoi. C'est admirable. Donc, je ne sais pas faire autrement. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, est-ce que vous écrivez des choses qui ne sont pas publiées, qui sont juste pour vous dans votre tiroir? Jamais. Tout ce que j'écris, je veux le publier, et je le publie, en fait. J'ai cette chance. Je tiens pas de journal intime, ça... J'ai besoin de travailler du côté de la fiction, voilà. Et il m'est arrivé d'écrire des essais, hein, mais c'est toujours très, très... Je lis beaucoup de journaux intimes, Gide, des journaux intimes d'écrivains, c'est merveilleux. Pour savoir comment ils faisaient, eux, quoi, comment ils vivaient, comment... Mais moi, ça m'a... C'est pas... Non. J'écris pour publier. Ça veut dire que vous écrivez pour être lu? J'écris complètement... J'écris pour être lu. Oui. Est-ce qu'il y a une dernière question? Parce qu'il va falloir mettre un terme à la rencontre. Une dernière question. Alors, voilà. Une question sur allez-y. La relation avec votre éditeur. Vous avez souvent dit que vous êtes accompagné par votre éditeur. Bon, j'imagine que ça fait partie du job d'un éditeur, mais on dirait que vous faites allusion à quelque chose d'un peu particulier qui caractérise cette maison. Vous pouvez en dire un peu plus sur cet accompagnement? De quoi s'agit-il concrètement? Oui, c'est très particulier. Chez POL, ils essaient d'accompagner tous leurs auteurs. Nathalie Chrome le sait. C'est une petite maison, je crois qu'ils sont 5 ou 6 salariés. Jean-Paul Hirsch, il est devant. Vous êtes 5, 6? Vous êtes 5. Toujours, hein.
Donc Jean-Paul Hirsch, il essaye d'être là. Il était avec Attic Raimi à Besançon, avec Christine Montalbetti, avec Santiago Amigorena. Il a le don d'ubiquité, je crois. Il tweet aussi beaucoup, heureusement, parce que nous, enfin, on tweet pas, on s'y perdrait, je crois. Mais il fait aussi tout ce travail-là. Et donc ils sont 5, ils bossent comme des fous, ils sont absolument passionnés par leur travail. Et c'est quand même... Il y en a d'autres, hein, des maisons comme ça, mais c'est quand même très singulier. Voilà. Donc je suis accompagnée, oui. Vous êtes d'accord, non? Je suis 100% d'accord. On va s'arrêter là, puisqu'il est 20h30. Vous retrouvez Marie dans quelques minutes à la librairie du théâtre. Merci infiniment, Marie. Merci beaucoup. Et merci à vous.